Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série où nous partons à la découverte de notre cerveau. Et pour en parler, je suis une fois encore heureux d'accueillir Steven Lorez, professeur à l'Université de Liège, qui travaille au CHU et également directeur de recherche au FNRS et qui a obtenu le prix Francky en 2017. Steven Lorez, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez l'habitude de venir avec des objets, mais là, c'est un objet. Est-ce que c'est un objet vivant ou il ne faut plus dire objet? Je pense que mon chien Charlie n'est pas un objet, c'est quelque chose de matériel comme vous et moi, mais il est vivant. Ça, je pense qu'on sera vite d'accord. Alors la question qui nous fascine, c'est Charlie, est-ce qu'il est conscient? Quand est-ce que quelque chose de matériel devient vivant et ici devient conscient ou pas? Et je pense que c'est bien d'avoir Charlie avec nous dans votre studio pour illustrer cette question difficile où elle est très actuelle avec une proposition de loi. Ce décret wallon, actuellement même une proposition au niveau fédéral de changer notre constitution pour donner des droits aux animaux. Parce qu'en effet, Charlie, comme tous les autres animaux, ils sont juridiquement vraiment considérés et ils ont le statut d'objet. Et je pense qu'il est peut-être temps de le changer. Tous ceux qui ont des animaux, que ce soit un chien, un chat, un poisson rouge ou un perroquet, sont bien, je pense, d'accord de dire que ces animaux peuvent avoir une perception. Ils pensent à quoi c'est plus difficile, mais je pense que c'est important d'arrêter de les considérer comme des simples objets. Et d'un point de vue scientifique, on peut étudier le cerveau humain, mais aussi de chaque animal, et je pense que ce serait absurde de continuer à dire non, c'est juste des objets, et il y a là rien d'autre que des réflexes, des instincts. Comme disait Descartes, c'est comme des automates, ils n'ont pas d'âme, et aussi, parce que ça a des conséquences, ils ne peuvent pas percevoir la douleur. Et je pense que c'est bien d'en parler, il y a cette proposition de loi que je soutiens, parce que d'un point de vue scientifique aussi, on ne peut pas considérer, je pense que historiquement, on a été un peu arrogant. On aime bien se mettre au centre. On sait qu'on n'est pas au centre de l'univers, ce n'est pas tout qui tourne autour de nous. Ça a été difficile d'accepter Copernic, Galilée. Ça a été difficile aussi d'accepter Darwin. Et là, la science a quand même fait des progrès. Ça a été chaque fois très difficile d'identifier, qu'est-ce qui est vraiment uniquement humain. Je suis donc très heureux que finalement, et pour moi c'est une grande révolution en bioéthique, on va donner des droits aux animaux. Alors justement, est-ce que vous qui travaillez sur le cerveau, avez-vous pu analyser des cerveaux aussi du monde animal pour voir des différences, etc. Dans l'étude que vous avez parlé dans l'émission précédente, vous aviez dit, voilà, on avait analysé l'âme qui s'en allait au moment de la mort, 21 grammes, d'une différence entre les humains, que vous avez affirmé que, tiens, dans l'étude animale, là, il n'y avait pas la différence de 21 grammes, donc l'humain aurait une âme, l'animal n'en aurait pas. Est-ce que vous avez déjà pu, avec votre équipe de chercheurs, travailler sur le cerveau animal? Alors, il y a beaucoup d'études qui se font et la question se pose d'ailleurs aussi sur qu'est-ce qu'il faut faire avec cette nouvelle législation et toutes les recherches sur l'animal dans nos laboratoires. J'ai moi-même commencé ma carrière sur le rat et j'ai opéré beaucoup de rats, faire une chirurgie de leur cerveau où j'étudiais la douleur. Et donc, on doit faire mal à l'animal et on voit qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pour essayer de mieux aider les humains, de développer des nouveaux médicaments. On est tous d'accord, je pense, notre société doit réfléchir, on veut des meilleurs médicaments et c'est très bien, mais on veut aussi quand même respecter les autres animaux et comment trouver là le juste milieu. Je pense que d'un point de vue biologique, médical,
on ne peut pas continuer à dire il y a tous ces formes de vie, les animaux, et puis c'est juste nous qui ont là des pensées, des émotions, qui ont une conscience, qui peuvent percevoir la douleur, et tous les autres pas. D'un point de vue de l'évolution, d'un point de vue biologique, c'est absurde de soutenir cette thèse, que soudainement ça émerge. Non, je pense que l'histoire historique, c'est de considérer la conscience comme tout ou rien. On a tendance tellement à polariser, on est conscient ou pas, eh bien non, c'est plutôt 50 nuances de gris, on peut être plus ou moins conscient, plus ou moins éveillé. Et donc ce n'est pas linéaire, mais dans l'évolution, il y a eu progressivement l'émergence de ce système central, système nerveux central, qui nous permet de faire une représentation de ce qui nous entoure, qui va augmenter nos chances de survie, et puis de planifier. Là, on va éviter d'être mangé, planifier pour mieux se nourrir, parfois manger l'autre. Ça nécessite de faire une représentation mentale, cette fameuse conscience du monde intérieur, et on sait maintenant qu'aussi l'animal peut le faire, a aussi des structures neuronales qui lui permettent d'avoir des émotions positives comme négatives, des pensées, une mémoire. D'ailleurs, on a, il y a 3 ans, signé à Cambridge, ce qu'on appelle la Cambridge Declaration on Consciousness, avec des collègues. J'étais un des experts invités avec Stephen Hawking pour dire, eh bien, avec la connaissance actuelle, on ne peut pas continuer à considérer que l'animal n'a aucune forme de conscience. Donc je pense qu'il faut être plus nuancé, c'est un débat évidemment compliqué, mais que c'est important de vraiment arrêter de les considérer et donc traiter comme des objets. Hein, Charlie ? Dans le cadre justement d'un livre qui est paru il y a de nombreuses années, de Vercors, l'homme dénaturé, où il expliquait que quelque part l'animal fait un avec la nature, l'homme fait deux parce que l'homme questionne la nature. Est-ce que d'après vous, d'après vos études, etc., pensez-vous que dans le monde animal, on peut trouver des espèces qui ont cette capacité réflexive qui fait justement la spécificité de l'être humain ? Alors, spécificité, je pense qu'il faut être prudent. Et on a eu très difficile à vraiment identifier ce qui est spécifique. C'est clair qu'ici, Charlie, il ne va pas faire une thèse de doctorat, il ne va pas là construire une bibliothèque qui nous entoure. Différence, certes, mais je pense qu'on a quand même eu cette sorte d'arrogance historique de se mettre au-dessus et de sous-apprécier ce qui était possible chez l'autre. Donc, c'est clair qu'il y a encore beaucoup de choses qui nous échappent. La difficulté, c'est qu'on ne peut pas poser la question à Charlie. Qu'est-ce qu'il pense ? Mais c'est un peu la même chose avec les patients qu'on voit à l'hôpital, qui sont dans le coma. C'est la même chose avec le nouveau-né. À quel moment est-ce qu'il est conscient ? À la fin de vie, le patient dément, qu'on dit parfois ils sont végétatifs. Les études ont montré qu'il y a, je pense, systématiquement cette erreur de sous-apprécier la conscience, que ce soit chez l'animal, chez les personnes dans le coma, les nouveau-nés ou les personnes âgées et grabataires qui ne peuvent plus communiquer, et que quand on fait des mesures, il y a plus qui se passe dans ce cerveau, parfois très différent. J'ai un ami qui étudie les octopus, le système nerveux va jusque dans les pattes, c'est très fascinant, mais on peut et on doit se poser la question, là, qu'est-ce qui est réflexe, qu'est-ce qui est voulu, qu'est-ce qui est vraiment instinct, et on a toujours cette difficulté à dire, ça c'est spécifiquement et uniquement humain. Ça a été un moment le langage, après ça dépend comment on va le définir, ça a été l'utilisation d'objets, on sait maintenant qu'aussi les animaux peuvent fabriquer des objets. Il y a, et ça c'est peut-être une belle illustration, comment l'animal va se comporter devant un miroir. Est-ce qu'il se reconnaît ? À nouveau, on peut philosopher ou tester les hypothèses comme un scientifique. Et là, il y a un test intéressant, c'est-à-dire on endort Charlie, on met un petit point rouge sur son front, on le met devant le miroir. Et alors, l'idée, c'est s'il va se gratter,
ça veut dire qu'il sait que ce qui est là dans le miroir, c'est lui et qu'il y a quelque chose qu'on a changé. Charlie, ni aucun autre chien, chat, a pu passer le test du miroir. C'est seulement certains primates, le chimpanzé, le bonobo, et puis on l'a fait que récemment avec l'éléphant. Eh bien oui, il va avec sa trompe chipoter à ce point rouge. Les dauphins, c'est un peu difficile parce que Flipper n'a pas des bras pour se gratter, mais il va passer beaucoup de temps devant un miroir quand il a une tache colorée. Apparemment, il est aussi narcissique que nous. Et donc, c'est une approche intéressante. On va à nouveau vérifier les bébés. Eh bien, et je le décris aussi dans mon livre « Un si brillant cerveau », il va le faire, mais seulement pour la moitié des bébés à partir d'1 an et demi. Et donc, ça c'est intéressant. Après, ça ne dit pas tout sur la conscience de soi, c'est juste la reconnaissance de soi dans un miroir, mais ça c'est une piste intéressante. Et donc, ils sont différents. Charlie ne va pas se reconnaître dans le miroir avec nos tests actuels, mais on sait qu'il va percevoir des émotions, y compris la douleur, et je pense que c'est bien d'en tenir compte et aussi de changer notre législation, parce que le considérer comme un objet, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Il rêve, Charlie, il rêve? Alors c'est une excellente question. À nouveau, il ne peut pas nous le dire, mais quand on va voir ce qui se passe dans son cerveau, il va passer dans un sommeil profond, et puis il va avoir toutes les caractéristiques que vous et moi, dans ce fameux sommeil paradoxal, avec des petits mouvements des yeux, avec une activité électrique plus rapide, et on l'a fait chez des chats, où on peut quelque part couper ce sort d'interrupteur, parce que quand vous rêvez que vous êtes en train de courir, eh bien vous êtes paralysé, heureusement d'ailleurs que vous n'avez pas ces activités musculaires qui reflètent ce que vous rêvez. Eh bien, des tests au laboratoire ont pu démontrer que quand on va justement changer ce qui se passe là dans le tronc cérébral, dans cet interrupteur, eh bien, ces animaux vont vivre vraiment aussi au niveau moteur leur rêve, et on a l'impression de voir un chat qui court derrière une souris, qui est parfois fâché, qui a toutes ces émotions. Et donc, avec notre connaissance actuelle, oui, très probablement, Charlie et les autres mammifères vont avoir un rêve. Mais de quoi exactement? Ça, il n'y a que Charlie qui le sait, et c'est frustrant parce qu'on n'a pas encore le langage pour y accéder. Et il avait compris qu'aujourd'hui, il devait rester silencieux pendant votre interview. Merci à vous, Steven Lorez. Nous arrivons déjà au terme de ce magazine. Merci de votre fidélité. À très bientôt.